Nous allons, on l'a déjà évoqué, avec Serge Christin sur les aspects technologiques. En France, nous disposons d'un écosystème d'innovation extrêmement performant, voire puissant, c'est la question qui est posée avec cette conversation, qui est sans doute un atout et peut-être l'un des atouts essentiels pour la reconstruction de notre économie. Alors, c'est mon ami Cyril Armanche, qui est directeur général adjoint du pôle Finance Innovation, qui finance innovation, Cyril, vous le redirez tout à l'heure, mais qui n'est pas qu'un ensemble comme ça évanescent, c'est aussi un lieu, hein, entouré donc avec nos intervenants, que sont Mathieu Hélouin, qui est le Chief Digital Officer de BPI France. Bienvenue Mathieu Hélouin. David Kirchhofer, qui est vice-président senior service financier de Luxembourg de CGI. Bienvenue. Et Romain Mazery, qui est le CEO de MangoPay. Voilà. Voilà, on vous laisse, je crois que c'est à peu près, on vous laisse 40 minutes, un peu moins de 40 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jacques pour cette introduction. Avant de commencer, déjà remercier effectivement Pascal, Jacques et les équipes d'Aromat pour cet événement. Il était évident pour nous de participer et d'être partenaire justement de ces conversations. Finance Innovation, effectivement, c'est un lieu, mais on en parle beaucoup, c'est aussi une plateforme en fait de mise en relation, d'animation, de rencontres avec l'ensemble des acteurs de l'industrie française. Donc on était un petit peu légitime pour aborder ces questions sur l'écosystème et valoriser en quoi justement nos acteurs sont un atout évident pour la reconstruction de l'économie. En termes d'introduction, rappelez qu'effectivement que comme les catastrophes naturelles, les grandes guerres, le Covid, effectivement, la Covid a eu des effets fortement négatifs, mais elle constitue quand même un accélérateur puissant pour les innovations. Elle a banalisé le télétravail, suscité l'invention de socialités distanciées et forcé à légèrement transgresser les règles réputées inviolables de la rigueur budgétaire. Elle a également mis en lumière la capacité d'adaptation et d'innovation des acteurs de notre industrie. Cette fois-ci, solution à la crise et pas cause de la crise, je pense qu'on l'a beaucoup redit et on le redira encore, à se mobiliser et à agir et produire des solutions. Donc, comme vous l'aurez compris, entreprises, PME, TPE, institutions de place, associations, centres d'excellence académique, accélérateurs, investisseurs, l'ensemble des parties prenantes de cet écosystème et également membres de Finance Innovation, qui, pour rappel, est une émanation des pouvoirs publics et qui a été créé également sous l'égide de Paris Europlace. Arnaud de Bresson aura l'occasion d'intervenir à cet événement. Tous ces acteurs constituent un atout évident pour la reconstruction. Donc, l'idée de cette conversation, et je laisserai très rapidement la parole à nos invités, c'est effectivement de mettre en avant cette vision, ces retours d'expérience durant le Covid, et essayer un petit peu de se projeter sur cette capacité à être un véritable backbone vertical pour la reconstruction de l'économie. Alors, nous avons la chance effectivement d'accueillir, on a beaucoup parlé de banques, on a eu une fintech précédemment sur la table ronde, mais on va privilégier un petit peu un storytelling, être au cœur un petit peu du sujet. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Hélouin de BPI France, qu'on ne présente plus, mais tu présenteras quand même ce que tu fais. David de CGI, effectivement, qui est partenaire de Finance Innovation et qui est une entreprise de services numériques qui a une vue assez holiste, intéressante et qui sert un peu d'interface sur l'ensemble des acteurs. Donc, on aura l'occasion de partager un petit peu tout ça. Et évidemment, Romain de MangoPay, qui est une fintech du paiement et qui nous illustrera comment cette fintech, qui ont souffert aussi de cette crise, ont participé justement à pouvoir aider entreprises et particuliers. Alors, je propose un petit tour de table assez rapide. Mathieu, je te laisse commencer. Oui, bonjour à tous. Merci Cyril pour cette introduction. Donc, je suis Mathieu Hélouin, je suis le Chief Digital Officer de BPI France. Je m'occupe de la transformation de cette belle maison, de ces 7 métiers. Et effectivement,
On a eu un rôle un peu particulier dans cette crise aux avant-postes et on va en parler après. Ah oui, tu auras l'occasion effectivement de nous en parler. David? Eh ben, moi, je suis ravi d'être là. Déjà parce que c'est un lieu magnifique et parce qu'avoir une conversation en période de Covid, c'est un luxe. Et je m'appelle David Kirchhofer, je dirige les activités du secteur finance de CGI en France. Et nous, notre rôle ou la façon dont on opère dans l'écosystème de l'innovation, on est un intégrateur. Donc on a un rôle important à jouer quand on passe à l'échelle. Donc il faut comprendre ce que c'est que l'innovation, la mettre en musique et la mettre au service d'eux, avec un maître d'ouvrage qui est la banque. Mathieu? Romain, pardon. donc Romain, ravi d'être ici aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc CEO de Mangopay. Mangopay, comme vous l'avez bien dit, donc c'est une solution de paiement en marque blanche qu'on a lancée en 2013 et qui est vraiment dédiée aux places de marché, aussi de crowdfunding et tout ce qui touche à la consommation collaborative. Donc en gros, voilà, dès qu'il y a des flux complexes de paiement, Mangopay a de la valeur. Donc si je vous dis Vinted, Ulule, KissKissBankBank, Anaxago, Le Bon Coin, Rue du Commerce, La Redoute, sont des plateformes aujourd'hui qui utilisent notre technologie. Donc on est présent dans 6 pays. On est en forte croissance, puisqu'on a doublé les équipes l'année dernière. On aura l'occasion d'en parler. Mais voilà pour vous donner un petit peu... Très bien. Alors, ma première question, elle est pour David, mais quelque part, elle peut s'adresser aussi à l'ensemble des intervenants. David, de votre point de vue, comment cette crise sanitaire, en fait, a stimulé la création collective au sein de notre écosystème lié à l'industrie financière? Alors à chaque fois que vous me posez des questions, j'ai l'impression de répondre à un truc de bac. Pour moi déjà, on a tous eu affaire à un challenge incroyable. Je veux dire, il y a un truc qui s'est arrêté, qui a mis les institutions financières et tous les acteurs de la chaîne de valeur dans un niveau de stress assez incroyable. Et il n'y a pas eu de rupture de chaîne. Donc, je veux dire, il n'y a pas eu d'accident industriel, il y a eu une continuité de service de chacun vis-à-vis de ses clients dans une supply chain qui a été intégrée et qui a tenu le choc. Et ça, c'est, à mon sens, une preuve à la fois de la richesse et de la largeur et de l'épaisseur du tissu qui constitue ce qui permet de délivrer un service à un client bancaire. Et là-dessus, je trouve que le système ayant fait la preuve de sa robustesse, il doit, à mon avis, se projeter dans le futur pour, sur la base de cet asset, de cette capacité à résister, être quelque part fier de ce qu'il a apporté au sujet. Enfin, je veux dire, les banques ont déployé les PGE à une vitesse grand V. Les plateformes numériques, si vous aviez dit le 15 mars de l'année dernière que 97% des acteurs financiers travailleraient à distance, on vous aurait rayonné, ça a été fait en 48 heures. Enfin, c'est incroyable, ce qui s'est passé est incroyable. Et ça a été fait grâce à l'innovation, grâce au FinTech, grâce aux régulateurs, grâce à l'État qui a pris sa responsabilité. Moi, c'est hyper compliqué à vivre, mais je suis hyper fier d'être français en ce moment. Voilà. Très bien. Romain? Et on ne le dit pas assez. Ouais. Non, mais pourquoi? je pense, comme tout le monde, nous, pour notre part, on a beau être beaucoup plus agile que des acteurs plus classiques, on a clairement été sonnés. Et donc je parle des fintech, mais de la tech en général, quoi. Personne ne s'attendait à ça. Ouais, je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire, c'est que on regarde en arrière, on a l'impression que ça fait quelques années qu'on est dans cette situation, alors que ça fait à peine un an. Mais non, on peut être fier de ce que l'écosystème français a fait. On a la chance en plus, que les fintech, la tech, l'industrie bancaire de manière générale, à s'en être plutôt bien sorti. C'est pas le cas de tous. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que la pandémie a été un catalyseur de beaucoup de choses, et on pourra rentrer dans le détail, à tous les niveaux, et même pour des niveaux de sociétés comme les nôtres. Et donc ça nous met sur les bons rails pour construire de très belles choses et de relancer l'économie très rapidement. Mathieu?
Je suis totalement d'accord, très enthousiaste aussi par l'année qu'on vient de vivre. Pas évidemment en référence à la santé, mais en référence à la mobilisation des forces générales de l'économie française. Moi, j'appelle ça un truc de dingue qu'on a vécu. C'est l'opportunité face à la crise, hein, comme disent les Chinois, les symboles chinois. Dans toute crise, il y a une opportunité. Et là, ce qui est intéressant, c'est un crash test total à l'échelle nationale et à l'épreuve des faits au niveau de la résilience des modèles économiques, du support des clients. Voilà, on ne peut pas se cacher derrière des concepts. Là, les différents acteurs ont fait. Ceux qui n'ont pas réussi d'ailleurs à passer à l'échelle dans cette période, on voit qu'elles en ressortent affaiblies. À contrario, les acteurs qui ont su utiliser, exploiter la technologie, l'innovation, sans doute leverager ce qu'ils avaient fait avant, je dirais qu'ils se préparent à être les futurs leaders de demain. Donc c'est une période, c'est fascinant pour redistribuer un peu les cartes. Oui, bien sûr. Du coup, Romain, effectivement, on le disait, mais toi, en tant que FinTech, alors c'est vrai que les FinTech ont subi la crise, mais elles ont eu cette capacité de résilience, d'agilité qu'on leur attribue souvent, effectivement, dans notre secteur. Comment elles se sont transformées? Comment elles ont justement su s'adapter? Et comment toi, en tant que CEO, justement, de MangoPay, tu as saisi à la fois cette situation un peu critique, mais saisi, comme le disait du coup Mathieu, cette opportunité, justement, de se redéfinir et de proposer quelque chose en résilience et dans une perspective justement de reprise économique? Alors, bon, je ne vais pas parler au nom de toutes les fintech, hein, parce qu'on a des métiers très différents, mais mon expérience personnelle, comme je disais tout à l'heure, donc voilà, extrêmement sonnée, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on perd 80% de son activité dans une économie qui est quand même dans des sociétés qui sont toujours en très forte croissance. Hein, nous, depuis notre création, on double notre volumétrie quasiment chaque année. Donc on n'est pas prêt à ça en fait, absolument pas, et que ce soit moi, mais mon top management ou l'intégralité de mes salariés, personne n'était prêt à ça. Et finalement, on a collaborativement décidé que c'était une super opportunité, de se sortir la tête du guidon et de penser finalement à voilà, comment on peut mieux se projeter, comment préparer finalement cette crise de demain. Et on a fait des choses incroyables en 2020. Déjà, on a pris la décision, ça c'est vraiment dès la première semaine, on a pris du premier confinement, on a pris la décision de ne pas arrêter notre plan de recrutement. C'est-à-dire qu'on avait un plan de recrutement extrêmement ambitieux puisqu'on a fini l'année 2019 à 100 personnes et on voulait finir à 180. On avait besoin de finir, de recruter 80 personnes sur l'année 2020. Et donc le premier enjeu a été là, finalement, ça a été de repenser la manière dont on diffusait la culture de l'entreprise à ces nouveaux collaborateurs qu'on a du coup intégrés en full remote. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été clé, et donc une énorme transformation interne sur notre méthodologie de travail, finalement. La deuxième chose, c'est de se repositionner sur ce qui avait fait notre succès. Nous, notre succès, on l'a toujours su, hein, c'était l'accompagnement de nos entrepreneurs. Aujourd'hui, nous, on se bat, on reste un très beau challenger, mais on se bat contre des sociétés aujourd'hui qui sont peut-être, presque j'ai envie de dire, 1000 fois plus valorisées, mais funded qu'une société comme MangoPay. Et la différence aujourd'hui, on l'a fait sur notre produit, bien sûr, mais on l'a fait aussi sur l'accompagnement de nos entrepreneurs. Et là, du coup, je rejoins un petit peu ce qui s'est dit sur le panel juste avant. C'est ce qui fera aussi la différence, puisque voilà, dans le paiement, il y a les GAFAM de demain aussi qui arrivent, hein, et c'est là-dessus qu'on fera la différence. Donc ça a été vraiment de s'appuyer sur notre relation avec ces entrepreneurs, dans cette crise, les accompagner pour pivoter leur modèle, hein, parce qu'on a beaucoup de petites plateformes aujourd'hui qui ont été impactées d'une telle façon qu'elles ont pivoté leur modèle, et c'était comment les accompagner au mieux là-dedans, dans ce changement, et c'est ça qui a été clé. Je pourrais sortir beaucoup d'autres choses, mais je vais aussi laisser la parole. Mais donc voilà, et peut-être une dernière chose, mais on y reviendra, ça a été dans cette manière de repenser un petit peu ce qui a fait le succès de nos sociétés, c'est comment avoir
accélérer des projets de fonds sur la culture d'entreprise et mettre en avant l'ADN de la société. Très bien. Du coup, Mathieu, alors c'est vrai que BPI était un petit peu le commandant en chef de cette résilience. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les modalités de mise en place des plateformes PGE, pré-rebond, justement, successivement au mois de mars, au mois d'avril? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été embarquées, beaucoup de banques connectées. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as vécu tout ça et comment, on aura l'occasion d'y revenir, mais comment ta transformation digitale contribue aussi à accélérer justement ces plateformes lancées durant cette crise. Alors, il y a beaucoup de matière. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'histoire. Et l'histoire du PGE, des prêts garantis par l'État, c'est un moment très, très symbolique de la crise, puisque le président va décider du confinement général de l'économie, donc de l'arrêt du chiffre d'affaires et donc des flux de trésorerie pour les boîtes. Et donc, il y a absolument besoin à ce moment-là de réfléchir à une solution pour réussir à financer finalement une partie du BFR et d'éviter qu'il y ait la moitié des sociétés françaises qui défaillent. Du coup, le Trésor nous mandate pour collaborer avec les banques et mettre en place un système à quatre mains de garantie de prêt avec une plateforme d'attestation unique. Donc pour évidemment gérer la diffusion de ces frais et de ces prêts et de contrôler entre les différents interlocuteurs, les entrepreneurs, les banques et nous, l'unicité en fait de ces prêts garantis par l'État et le respect des seuils. Et du coup, en 5 jours, je l'ai pas mal raconté cette histoire, mais en 5 jours, il faut construire une plateforme à très haut volume qui embarque l'ensemble des banques. Avec des parcours utilisateurs qui soient suffisamment simples, à la fois côté entrepreneur et puis côté banquier. Donc tout ça, sur le papier, normalement, c'est pas possible, quoi. Ah oui. Très honnêtement, normalement, ça marche pas. Et ben là, dans ce contexte, dans cette dramaturgie, on trouve des héros un peu partout, donc au Trésor, donc dans les banques, donc à BPI France. Et puis là, il y a tout un commando qui, en l'espace de 5 jours, 5 jours ouvrés, en s'appuyant nous, et c'est là où ça rejoint le point que tu disais avant, sur la transfo qu'on avait fait avant, quand même, depuis 3 ans, donc à la fois en termes d'infrastructure cloud, à la fois en termes de collaboration fintech, au cœur de la digitalisation de certains processus de banque. Grâce à ça, on a pu s'appuyer et on a pu industrialiser extrêmement vite. Donc le go du Trésor a été donné le jeudi, je crois que c'était le jeudi 10, il me semble, mars. Le 15 mars, la plateforme était live, enfin le mercredi, excuse-moi, j'ai un trou sur les dates, mais le jeudi, on avait le go, le mercredi, les premiers entrepreneurs faisaient leur demande PGE. Donc c'est une aventure absolument magnifique, on est très très fiers. Et puis on a eu des très très bons NPS, des très très bons retours, à la fois côté entrepreneur et à la fois côté banque. Donc on est très très fiers. Au final, ça a permis aux banques de délivrer 110 milliards à 700 000 entreprises. Donc c'était totalement systémique. Ça, c'est la première aventure. La deuxième, effectivement, qui était aussi importante, peut-être un peu moins visible, c'est que quand on aide la majorité des PME et des ETI, de l'autre côté, il y avait une déficience côté TPE, des petites entreprises, les petites entreprises qui font nos centres-villes, qui font le territoire, etc. Là, il fallait aussi mettre en place, cette fois-ci, du prêt direct financé par les régions, dans une urgence absolue, parce qu'il y avait une grogne qui commençait à s'installer. Et donc là, au mois d'avril, il a fallu faire une banque en 3 semaines, en fait. Une banque avec l'entrée en relation, le KYC, le risque, derrière une décision de crédit, une mise en place de dossier et un décaissement. Donc le truc était pareil, totalement dingue, impossible à faire normalement, en temps normal. Et là, finalement, on a réussi à fédérer tout un ensemble d'expertise à l'intérieur de la maison, qui avait été embarqué dans la logique de transformation depuis 3 ans. Et du coup, on a pu fabriquer cette plateforme avec les régions
et mettre en place les premiers prêts-rebonds dès le début du mois de mai. Et cette plateforme-là, finalement, aujourd'hui, de facto, on est devenu, nous, BPI-France, là où on n'était pas présent, la première plateforme de prêt TPE en volume de crédit en France, donc la première fintech de crédit TPE, hein, du jour au lendemain. Ouais. Voilà. Non, c'est très très intéressant. On aura l'occasion de revenir effectivement sur la manière dont tu as envisagé la transformation digitale. Hein. C'est vrai qu'il y a 2 ans qu'on s'est rencontrés, tu m'as tout de suite dit, nous, on veut être une fintech. Donc, je pense qu'on reviendra effectivement sur cette logique d'open innovation. David, donc, en 2008, les banques étaient la cause de la crise. Aujourd'hui, elles semblent être la solution. Elles l'ont été, d'ailleurs. Est-ce que la crise du Covid, justement, 2019, c'est l'occasion d'une nouvelle ère, justement, pour cette industrie? Est-ce que, au regard des transitions sociétales, environnementales, numériques, technologiques, comment la banque se saisit justement de ces enjeux et comment se transforme-t-elle? Aujourd'hui, on voit beaucoup de banques qui se disent être vertes, être sociétales. Enfin, comment ça se manifeste? Comment les choses prennent forme? Comment ça se met en musique, tout ça? Ben déjà, je crois que le témoignage de Mathieu est assez significatif de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la banque et les institutions financières ont été au secours de l'économie. Et donc, je pense qu'il y a à la fois pour toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur une réappropriation du sens de son propre métier. Donc, en gros, vous avez un secteur qui a plus ou moins rasé les murs pendant quelques temps et qui peut bomber le torse. Et qui peut bomber le torse, a raison. Parce qu'il a eu l'occasion, au travers d'une situation incroyable, de faire la preuve de son apport à la société. Et pour moi, donc évidemment que ça veut dire pour les banques et pour les assureurs d'ailleurs aussi, se réapproprier le rôle sociétal de ce que c'est qu'une banque et de ce que c'est qu'une assurance. Et quelque part, il n'y a pas de projet sans banquier, quoi. Je veux dire, si vous voulez acheter une maison, il est fort probable que vous ayez besoin d'un banquier. Si vous voulez entreprendre, il est fort probable que vous ayez besoin d'un banquier. Si vous voulez mettre en place un PGE ou une politique régalienne, il est fort probable que vous ayez besoin d'un banquier et que la présence de la banque est un accélérateur de vos projets. Et donc, pourquoi je parle de cette notion de projet? Parce que je pense que dans la situation où on est aujourd'hui, il y a des risques climatiques en particulier qui deviennent assez énormes, qui sont certainement là. On est en pleine crise sanitaire. C'est un peu chiant de parler de la crise d'après, mais il y en a certainement une qui nous arrive assez violemment dessus. Et ben, je pense que les banques ont un rôle fondamental dans le fléchage des investissements et des projets pour permettre une transformation de l'économie vertueuse. Et je trouve qu'en faisant la preuve de leur apport dans une situation de crise, ils ont aussi fait la preuve de leur capacité à répondre aux crises d'après et à les anticiper, voire à les éviter. Donc, quelque part, pour moi, les acteurs financiers se sont repositionnés dans leur rôle régalien qui consiste à accompagner les projets de transformation de tout le monde. Voilà. Très bien, très clair. Du coup, on a bien compris hein, que les banques ont été effectivement sont un acteur important justement de cette résilience, de cette reprise économique. Toi, Romain, en tant qu'entrepreneur, justement, comment avec MangoPay, justement, tu es venu à l'aide des entreprises, des particuliers? Qu'est-ce qui a été proposé? De plusieurs manières, hein, ouais. Et j'en profite déjà pour vraiment féliciter Mathieu pour ce qui a été fait hein, sur toute la partie PGE, et donc ça a été aussi un de nos combats, et d'ailleurs qui a été mené avec une association qui est bien connue, Finance Participative, mais aussi un de nos concurrents directs hein, qui s'appelle Limonway, dirigé par Antoine Orsini. Et finalement, au-delà voilà, de notre petite guéguerre hein, qui va dans le bon sens et qui est très saine hein, d'ailleurs avec Limonway, puisque nous sommes concurrents, on s'est rapprochés en se disant il y a vraiment un sujet sur le PGE, il faut que nos plateformes de crowdfunding, notre portefeuille de crowdfunding puissent profiter finalement de ce PGE et donc d'ouvrir ce périmètre-là.
Ça a été grâce à l'association Finance Participative, même je pense que Mathieu, si on n'a pas discuté directement, tu ne devais pas être très loin. Et avec des discussions avec Bercy, ça a été fait et on a pu ouvrir le PGE aux plateformes de crowdfunding. Et du coup, là-dessus, comme sur d'autres initiatives de solidarité dont on reviendra, on a offert nos frais, en tout cas, on n'a pas margé sur ces projets-là. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, comme je disais, prendre un petit peu de recul sur ce qu'on est et préparer le futur. Nous Mangopé, on s'est senti quelque part, on vient d'un ADN très solidaire. On a construit avant Mangopé, on a Litchi.com qui fait partie du groupe. Litchi.com a été extrêmement dynamique dans la collecte de fonds lors de la période Covid pour les hôpitaux, pour les aides-soignants. Et il nous a semblé assez pertinent d'essayer d'industrialiser, d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Et on a développé une fonctionnalité qui est en POC aujourd'hui, donc un Proof of Concept, une fonctionnalité qu'on appelle Charities et qui permet finalement à l'intégralité de nos plateformes, on leur fournit un portefeuille d'associations internationales, mais aussi avec beaucoup de locales, et c'est là que c'est extrêmement important pour nous. Et la plateforme peut aller faire son marché et proposer finalement du microdon, que ce soit au paiement, sur les acheteurs, les vendeurs, du microdon pour porter la solidarité finalement à tous les niveaux. Et c'est des choses qu'on va aller beaucoup plus loin aussi sur la partie compensation carbone, donner la possibilité à nos plateformes de pouvoir faire de la compensation carbone directement avec des outils. Et ça, c'est tout ce qu'il y a, on en reparlait, tous rejoints, mais c'est comment ajouter du service au paiement, comment créer de la valeur pour notre plateforme. Donc voilà, nous, c'est vraiment j'ai envie de dire, les deux points qui sont notables. Là, on a vraiment essayé de participer collectivement l'effort collectif, j'ai envie de dire, sur ces deux sujets. Et bien sûr, les sujets, accompagner les projets entrepreneuriaux ou les plateformes qui avaient un vrai rôle à jouer, type les Ulule, les KissKissBankBank, les Litchi, bien évidemment, les Anaxago, tout ce qui touche à la finance participative lors de cette période. Non, c'est très intéressant, effectivement, cette notion de tech for good, et puis effectivement cette notion collective de solidarité. On est concurrents, mais ensemble, justement, on réfléchit à comment on peut optimiser les choses. Et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'une des matrices en fait, de la transformation digitale chez toi, Mathieu, en fait, du coup. Donc, cette notion d'open banking, d'open finance, quelque part. Comment aujourd'hui tu collabores avec des fintechs, tu collabores avec d'autres acteurs, justement, de l'écosystème d'innovation en France pour pouvoir... je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu as pu faire en 5 jours cette transformation, c'est qu'il y avait déjà une logique qui était mise en place. Tu peux nous raconter un petit peu tout ça, rentrer dans les détails, comment et je le disais, tu perçois BPI comme une fintech. Et ça, c'est intéressant. Et en fait, BPI est devenue la première fintech à justement distribuer des prêts. Partage-nous un petit peu ce retour d'expérience. Absolument. Alors, moi, j'ai déjà beaucoup de respect pour les entrepreneurs parce que je suis un ancien entrepreneur. Donc, j'étais de l'autre côté de la barrière. J'ai fait aussi de l'innovation et j'ai monté 2 startups. Donc, je suis venu chez BPI France avec cet esprit-là et justement avec l'absolue conviction que les deux mondes devaient collaborer et qu'en fait, si on avait à la fois la qualité des process et la vision du grand groupe et puis de l'autre côté, la qualité de la tech, la culture des entrepreneurs et on arrivait à des grandes choses. Donc on a embarqué cette transfo depuis 3 ans. Aujourd'hui, j'ai un chiffre extrêmement intéressant, c'est qu'on a travaillé dans cette transfo avec 65 startups et fintech françaises. 65 qui ont été embarquées. Dans 3 ans, on a fait des POC, on a fait de l'industrialisation full dans les chaînes, on a fait des tests. Donc voilà, ils sont dans tous les domaines. Ça va de la data, sur les fronts, sur le KYC, sur les risques. Donc voilà. Donc aujourd'hui, très emblématique pour faire des plateformes comme Rebond. On a travaillé avec United. On travaille actuellement avec October sur des sujets de risque. On travaille avec Hubble sur le KYC. On travaille avec Flaminem sur le KYC.
Voilà, donc ça fait partie de l'ADN. Et pourquoi? C'est parce qu'on l'embarque directement dans la transformation des métiers. Donc on a 7 métiers, plus des métiers transverses, évidemment. Et sur chaque trajectoire digitale de métier, on a une logique d'innovation et une logique de dire on ne va pas faire nous-mêmes, on ne va pas refaire des systèmes, on ne va pas réinventer. Ce n'est pas notre cœur de métier. On va aller regarder les meilleurs sur les sujets. Donc si on prend des sujets RIS, si on prend des sujets KYC, si on prend des sujets plateforme digitale, voilà, on va regarder qui sont les meilleurs. Donc on a sélectionné comme ça pendant 3 ans un certain nombre d'acteurs et du coup on a pu les embarquer directement, que ce soit sur le PGE, que ce soit sur Rebond, parce qu'on avait testé avant. Et moi j'encourage très profondément ça aussi. C'est pas juste une vision sur du slide. Il faut faire des POC, il faut faire des tests, même si ça rate, même si ça échoue. Pour preuve, on avait, on avait fait un mini rebond, on avait fait des prêts TPE digitaux, avec les banques d'ailleurs. On l'avait fait avec le Crédit Mutuel et on l'avait fait avec la Caisse d'épargne, en utilisant United et en utilisant d'autres chaînes FinTech. Ça n'avait pas fonctionné à l'époque. Néanmoins, on avait pu embarquer tous les métiers internes sur la logique. Et donc c'est parce que ça n'a pas fonctionné, mais parce qu'on l'a quand même fait, que derrière, on a pu faire Rebond. Et donc ça, c'est essentiel, parce que je pense que voilà, dans le grand groupe, il y a quand même une culture du résultat qui fait que, justement, on a tellement peur de rater qu'on va faire plein de trucs, on va pas faire plein de trucs, ou bien on va pas oser tester les choses avec des fintechs ou des startups, alors que finalement, ça fait partie du jeu. Et à la fin, c'est le client qui valide la valeur, c'est le métier qui valide la valeur, etc. Donc pour nous, c'est absolument essentiel. Ça continue. Donc on est sur des cadences d'à peu près au moins une vingtaine de POC par an avec des fintech startups. C'est la même chose en 2021. On va un cran plus loin sur tout un certain nombre de sujets. Et donc, oui, moi je crois beaucoup en ça. Et on n'aurait pas fait ce qu'on a fait en 2021 sans cette politique-là. Non, c'est très très important, très intéressant. Alors effectivement, c'est vrai qu'on l'a compris, les acteurs se sont mobilisés. Si je me projette un petit peu, donc les pouvoirs publics ont pris conscience aussi de l'importance du numérique dans cette ambition de relancer le pays. De mémoire, je crois qu'il y a eu plus de 3,7 milliards justement dédiés, fléchés directement aux startups. Récemment, Cédric O parlait du plan Scale Up Europe. Aujourd'hui, est-ce que ces actions sont suffisantes pour créer des champions européens en France, en particulier dans le domaine de la FinTech? Je rappelle qu'il n'existe pas encore de licorne chez nous. Ça va pas tarder à arriver. Et je pense que la démarche mise en lumière par Mathieu montre que les choses prennent du temps. Il faut tester, il faut échouer. En tout cas, il faut essayer. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, qui font partie aussi de cet écosystème, ont pris conscience justement des éléments qu'il faudrait mettre en place pour justement avoir ces champions qui vont soutenir justement cette reprise économique de notre industrie? Romain, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'espère qu'ils avaient quand même pris conscience de tout ça avant ce plan de relance. Mais oui, je pense que... Vous savez, je viens de passer 4 ans à l'étranger, donc j'ai toujours un pied à Paris, mais là, je me suis réinstallé depuis un peu plus d'1 an et demi. Et clairement, ce que je vois, c'est que... en étant de nouveau dedans, voilà, l'écosystème français est extrêmement dynamique et va très bien. Et puis on peut le voir sur les dernières levées un petit peu XXL en Europe. Il y en a beaucoup qui sont faites en France, que ce soit sur les fintech ou la tech de manière générale. Je trouve qu'il y a un esprit entrepreneurial, un esprit d'entreprendre en France qui est extrêmement fort. Et c'est que le début, on a les talents, et donc on a presque tout ce qu'il faut. On a le bon terreau pour construire les champions européens, en tout cas de demain, et de se battre contre cette concurrence américaine et chinoise qui arrive. Voilà, on parle de 3,7 milliards. J'ai envie de dire c'est très bien, et qu'il soit fléché sur finalement sur ce qui va produire de la valeur demain. C'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, puisque
mais c'est déjà une très bonne étape et je ne critique pas, hein, mais ce n'est pas suffisant. Quand on voit aujourd'hui ce que les concurrents hors Europe ont comme soutien vis-à-vis du public, hein. Finalement, c'est devenu un enjeu de souveraineté nationale, on en entend beaucoup parler. Bon, bah, si c'est vraiment un enjeu de souveraineté nationale européenne, il faut qu'on arrive à se mettre dans les dispositions pour en faire ben voilà, notre cheval de bataille. Et aujourd'hui, c'est une très bonne chose, mais moi, j'aimerais, dans les années à venir, que ce plan de relance il soit européen et il devrait être 100 fois supérieur dans une certaine mesure, si on veut aller se battre contre les GAFAM, si on veut aller se battre... Bon, après, il y avait le projet Gaïa dont on a parlé tout à l'heure, qui est une très bonne chose, hein, mais c'est encore trop petit par rapport aux monstres qu'on a en face. Très bien. Pour conclure, parce que le temps passe très très vite, j'avais d'autres questions, mais simplement, si on avait à retenir une leçon de cette crise, en fait, pour les acteurs de cet écosystème, quelle serait votre vision? Mathieu, je te laisse commencer. Moi, je dirais que le digital, c'est pas une option. Et que c'est pas un gadget, que ça doit être absolument à l'intérieur même de la stratégie d'entreprise pour permettre la résilience du modèle. Et donc ça, c'est fondamental parce que bon, on voit il y a des gourous digitaux, il y en a depuis des années, un peu partout. On est passé du marketing digital au e-commerce, etc. Bon, donc chacun a son univers, sa chapelle. Maintenant, ça doit totalement être embarqué dans la stratégie d'entreprise, dans la gouvernance d'entreprise. Voilà, c'est pas nice to have. Et là, la crise l'a démontré absolument. Hein, c'est essentiel. Et je pense que dans tous les plans aujourd'hui, dans tous les COMEX, y compris dans le CAC 40, là, je pense que les boards sont en train de challenger sur la stratégie digitale pour s'assurer justement de la résilience et de la croissance des modèles, quels que soient les impondérables qui vont arriver, quoi. Non, très bien. David ? Pour renforcer pour forcer le trait, nous on publie un baromètre tous les ans et ce qu'on a vu, en fait on fait ce baromètre en mars-avril. Donc l'année dernière on a eu des interviews qu'on a fait avant la crise Covid et après la crise Covid. Et en fait ce qu'on a vu c'est que en particulier dans le secteur financier, le numérique, enfin la demande omnicanale était une demande omnicanale à dominante numérique. Ce qui avant n'était pas le cas. C'est-à-dire que le canal secondaire était le numérique, le canal primaire était le réseau ou le physique. Donc il y a eu une bascule de ce point de vue-là qui rend la présence du digital, du numérique, vous l'appelez comme vous voulez, absolument cruciale. Et puis il y a un point, tout à l'heure je disais il n'y a pas de projet sans banquier. Il y a un point qui à mon avis est vachement intéressant pour l'avenir, au-delà des crises climatiques, etc. C'est la dernière fois qu'on a eu une crise sanitaire comme ça, c'était il y a un siècle. Et après la grippe espagnole, il y a eu les années folles. Et quand il y a les années folles, il y a des projets, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui investissent et qui bougent. Et moi, je pense que l'un des enjeux de cette sortie de crise, c'est la capacité du secteur bancaire à accompagner ce dynamisme. Et donc à aller plus vite que la musique en termes de prise de risque. C'est-à-dire que la capacité d'innovation et d'incubation et ou d'accompagnement de l'entrepreneuriat, à mon avis, eh ben, ça va se passer très vite et très fort dès la sortie de crise. On va libérer de l'énergie. On n'en peut plus d'être enfermé. Non, tout à fait. Romain, tu as le dernier mot. Pardon. Moi, je pense, c'est pour synthétiser un petit peu ce qu'on disait, mais voilà, très bonne chose, c'est difficile à dire, mais l'accélération digitale, et je pense que voilà, c'est la clé qui va avec l'accélération finalement de l'innovation. Et pour dépasser un petit peu le cas de prendre juste un petit peu de hauteur et revenir un petit peu à ce qu'il disait sur le panel d'avant, c'est vrai que voilà, prise de conscience finalement sur qu'est-ce qui compte, qui les entreprises sont réellement, que ce soit les banques, les différents acteurs. Voilà, l'impact environnemental, je pense que c'est des choses qui vont créer
sur lequel il faut pouvoir investir, il faut pouvoir innover, parce que la reconstruction de l'économie se fera là-dessus, et comme sur les valeurs extrêmement importantes d'inclusion et de diversité. D'ailleurs, un petit peu décevant de ne pas avoir plus de femmes aujourd'hui quand même. Mais voilà, je pense qu'on pourrait parler encore de ce sujet pendant des heures, mais on a en tout cas tout ce qu'il faut pour refaire partir l'économie, je l'espère, dans quelques mois. Très bien. Merci à tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Peut-être, Jacques, vous vouliez partager un petit retour d'expérience ? Merci, Cyril. Oui, je voulais simplement apporter un témoignage, parce que là, je suis devant vous, mais en vérité, je dirige un cabinet de conseil, et un petit cabinet de conseil, enfin de taille moyenne, disons. Et je me suis dit, ça y est, je tiens le gars de la BPI, je vais pouvoir le remercier. Comme tout le monde, enfin, j'ai eu confinement le 16 mars. C'est vrai que pour un chef d'entreprise, on a un peu la trouille quand ça arrive. Et tout de suite, on pose la question. Le président de la République a parlé de PGE. C'est quoi? C'est un prêt garanti par l'État. Comment ça marche? Tout de suite, je téléphone à mes banques. On me dit envoyer un mail. J'envoie un mail. Le 17 mars, on me renvoie un dossier que je dois le remplir. Et là, je découvre le parcours client de la BPI. Et là, je me dis, c'est pas possible, ça fait 1 an qu'ils bossent sur le truc. Ils étaient au courant de l'épidémie, ces gars-là. C'est pas possible de voir un truc pareil. J'hallucine, je le fais, je le remplis. 1 mois plus tard, mes 2 banques, je les cite ici pour encore les remercier, le Crédit Coopératif et le Crédit du Nord, me disent, votre dossier, c'est OK, le 20 mai, 2 mois après, j'ai les fonds. Et je me suis dit, dans cette affaire, il n'y a pas que l'argent, il y avait la technologie, tout ce travail de préparation, tout ce travail d'accompagnement et toute cette collaboration entre des fintech et des banques traditionnelles, que sont mes banques, et également ce partenariat public-privé. Pour revenir à ce que disait Michel Carmena tout à l'heure, partenariat public-privé, il ne faut pas oublier que ce sont des leviers qui ont été inventés par Napoléon III. C'est au 19e siècle qu'on a inventé ça, et ça marche toujours. Donc, fort de ça, je voulais faire ce témoignage parce que c'est important de dire que ça a formidablement marché. Et je pense que, de ce point de vue, c'est bien la preuve que l'écosystème d'innovation français est un vrai atout, je dirais même une nécessité pour la reconstruction de notre économie. Merci à vous, et j'applaudis donc...